traduction intégrale en français. J'arrivais à la fête d'anniversaire de ma petite fille Madison, tenant un petit cadeau que j'avais moi-même emballé. La maison de grès de l'UP West Side à Manhattan respirait l'élégance, des orchidées blanches, un doux jazz en fond, des serveurs en gilet noir. Je n'avais pas tant été invitée qu'attendue. Cette nuance subtile s'était faite de plus en plus lourde au fil des années. Grand-mère Hélène est là, annonça mon fils David à la pièce entière sans lever les yeux de son téléphone. La manière dont il le dit, comme si le temps avait légèrement changé, à peine incommodant mais rien qui ne puisse arrêter la fête. Je serrai un peu plus fort la boîte entre mes mains. À l'intérieur se trouvaient 2 poupées faites à la main, l'une de Madison en robe de mariée, l'autre de son fiancé, Chase, en smoking. J'y avais passé 3 semaines, mes doigts endoloris et gonflés par l'arthrite. Ce que personne d'autre ne savait, c'est qu'à l'intérieur de la poupée de Madison, soigneusement cousue au centre de sa poitrine, se trouvait un diamant qui appartenait à notre famille depuis 3 générations. George, mon défunt mari, l'avait fait remonter pour notre 50e anniversaire. Madison en avait déjà fait allusion plus d'une fois. Lorsque vint le moment des cadeaux, ma belle-fille Claire tapa sur son verre. Madison, chérie, commence par les plus petits. Les yeux de Madison se posèrent sur moi et sur le paquet que je tenais. Elle sourit un de ces sourires qui ne touchent jamais les yeux. J'avançai et le lui tendis. Joyeux anniversaire, mon trésor. Elle le prit du bout de 2 doigts manucurés, son bracelet de diamant captant la lumière du lustre. Chase, debout de l'autre côté de la pièce, observait avec la même expression qu'il aurait eu devant une carte des vins. Madison défit le papier. Un silence tomba sur la pièce. Elle souleva les poupées, les tenant loin de sa robe couleur crème comme si elle venait d'être exhumée d'un grenier poussiéreux. Ce cadeau artisanal a l'air tellement bon marché, annonça-t-elle d'une voix forte, éclatant d'un rire sec qui rebondit contre les murs de marbre. Puis suivirent les autres, le ricanement de Chase, l'aboiement trop sonore de David, le rire poli de Claire, et une vague d'hilarité de la part de gens qui ne me connaissaient pas et ne cherchaient pas à le faire. Je restai plantée là, brûlante de honte, incapable de bouger. La poupée avec le diamant caché en son cœur pendait entre les doigts de ma petite fille comme une insulte. Cette nuit-là, je rentrai seule dans mon appartement. Je n'allumai pas les lumières. Le silence me tenait compagnie après ce qui s'était passé. Je m'assis devant mon ordinateur portable et ouvris mes courriels. L'objet indiquait « Confirmation finale du lieu, Whitmore Beach House ». En pièces jointes, les contrats de l'organisatrice de mariage, des fleuristes et des traiteurs, tous exigeant ma signature et mon paiement. Le lieu mentionné, ma maison bien-aimée d'Istanton, celle que George et moi avions achetée il y a 4 décennies, où nous passions nos étés, où nous avions élevé nos enfants, et où j'avais dispersé ses cendres sous le cerisier qui surplombait la mer. Le message de Madison était bref, nous avons déjà envoyé les invitations. Les rénovations commencent le mois prochain. Tes vieux meubles devront partir. Pas une question. Pas une demande. Une déclaration. Ma main trembla en refermant l'ordinateur. Mon regard se posa sur les clés de la maison de plage, toujours posées sur la table de nuit. Les initiales de George étaient gravées dans le laiton. Ma poitrine me faisait mal non pas de l'humiliation de tout à l'heure, mais de cette lucidité cruelle, il ne voulait pas seulement utiliser la maison. Il voulait m'en effacer. Le lendemain matin, je reçus un message de David. Maman, Claire a trouvé une excellente résidence pour retraités dans le Connecticut. Nous avons prévu une visite la semaine prochaine, juste pour voir. Je l'effaçai sans répondre. De la fenêtre de ma chambre, je voyais la silhouette de Manhattan scintillant sous le soleil du matin. Combien de décisions avaient été prises dans ces tours, façonnant la vie des gens sans leur consentement? N'étais-je qu'une autre personne à gérer? Je ne sais pas d'où la pensée est venue, mais je me levai, pris mon sac et les clés de la maison de plage, et sortis sans même me brosser les cheveux. Le trajet jusqu'à Istanton fut plus long qu'à l'accoutumée.
Mes doigts me faisaient mal d'avoir trop serré le volant, mais je devais la voir une dernière fois avant qu'il ne la dépouille et ne la transforme en salle de réception. Lorsque je me garai dans l'allée, une berline noire rutilante s'y trouvait déjà. Je ne la reconnus pas. Je descendis, les jambes tremblantes non pas de l'âge, mais d'une autre chose, une fureur tranquille. La porte d'entrée était ouverte. J'entrai. Des voix résonnaient depuis le grand salon, le cœur de la maison, là où Georges aimait écouter ses vieux disques de jazz les dimanches matins. Le mur entre la cuisine et la salle à manger peut tout à fait tomber, dit une femme. Elle ne s'en apercevra même pas. Madame Whitmore n'est quasiment jamais là, de toute façon. Je pénétrai dans la pièce. Madison, Claire et une femme tenant une tablette numérique se tournèrent vers moi. Claire arborait son sourire composé habituel. Madison, assise sur le rebord du comptoir, avait l'air de posséder les lieux. La décoratrice portait des talons trop hauts pour un chantier et un ton trop désinvolte pour parler de ma maison. En réalité, dis-je calmement, cela me dérange. Toutes trois se retournèrent. Claire se remit la première. Hélène. Quelle agréable surprise. Nous discutions seulement de petites mises à jour pour le mariage. Abattre un mur porteur n'est pas une petite mise à jour, répondis-je en posant mon sac fermement sur l'îlot de granit. Qui a approuvé ces changements? Madison s'avança, affichant un sourire mielleux. Grand-mère, nous en avons parlé à Noël dernier. Tu avais dit que nous pouvions utiliser la maison et la rendre parfaite pour la cérémonie. J'ai dit que vous pouviez l'utiliser? Je n'ai jamais accepté de rénovation. Ce n'est pas de la démolition, intervint la décoratrice, comme si elle parlait à un enfant. C'est de la modernisation. La propriété a une belle ossature, mais l'esthétique est dépassée. Je me tournai vers la grande baie vitrée donnant sur l'océan, la même vue que Georges et moi avions contemplée chaque matin avec notre café. Des murs blancs, un mobilier minimaliste, poursuivait la décoratrice en feuilletant ses diapositives. Prête pour Instagram. Un style en ton chic. Alors je le vis. La cheminée, là où trônait autrefois une photo de Georges et moi, était vide. À sa place, un panneau de tendance couvert d'échantillons beige et de lumière tamisée. Où est ma photographie? Demandai-je. Claire balaya la pièce d'un geste vague. Oh, nous avons soigneusement emballé quelques objets personnels pour les protéger durant les travaux. Cette nuit-là, après leur départ, je descendis au garage. 3 cartons portaient l'étiquette Affaires d'Hélène. Dans un coin. À l'intérieur, je retrouvai la photo, notre album d'anniversaire, les livres de Georges et les 2 poupées tricotées que Madison avait ridiculisées, jetées là comme des déchets. Le diamant était toujours cousu à l'intérieur. Mon téléphone sonna. David. Maman, au sujet de la résidence pour retraités. Il faut vraiment qu'on en parle. Et concernant la maison, Claire et moi pensons qu'il serait préférable de la transférer dans une fiducie familiale, simplement pour des raisons fiscales. Je fixai la brochure posée sur la table de cuisine, Sérénité en bord de mer, là où l'indépendance rencontre l'assistance. Il préparait déjà une vie sans moi. Le lendemain, je retrouvai Joanne, ma plus vieille amie, pour déjeuner dans notre café habituel près de Central Park. Joanne n'avait jamais songé à se remarier après la mort de son mari. Les hommes, disait-elle toujours, ce sont comme des pâtisseries, délicieux, mais pas essentiels à la survie. Elle m'écouta en silence tandis que je lui racontais tout, l'anniversaire de Madison, les projets de rénovation de la maison de plage, la fiducie, les brochures des résidences. Quand je terminai, elle posa sa fourchette et planta ses yeux dans les miens. Hélène, ce n'est pas seulement de l'impolitesse. C'est une prise de contrôle hostile. Je clignai des yeux. Il manœuvre pour contrôler ta vie, tes biens et tes choix, et toi, tu les laisses faire. Je voulus protester. Défendre ma famille. Mais je ne pus pas parce qu'elle avait raison. Plus tard dans la semaine, je vis le docteur Levine, mon cardiologue.
Il parcourut mon dossier, fronçant les sourcils. Votre tension a considérablement augmenté depuis votre dernière visite. Un stress particulier, ces temps-ci. Je ris. Définissez particulier. Il joignit ses mains. Hélène, à votre âge, le stress est dangereux. Trop de patients finissent à l'hôpital à cause de conflits familiaux. Ce n'est pas seulement désagréable, c'est potentiellement fatal. Ces mots s'installèrent en moi comme un poids. J'avais survécu à un cancer du sein. J'avais survécu à la mort de Georges. J'avais survécu à l'éducation d'une famille au fil des décennies. Allais-je vraiment laisser un groupe de proches gâtés m'abattre? Sur le chemin du retour, je passai devant une petite banque de quartier, la même où Georges et moi avions gardé notre coffre-fort. Je n'y étais pas entré depuis des années. À l'intérieur, tout était encore là, notre certificat de mariage, les actes de naissance, la collection de pièces rares de Georges et des documents que le reste de la famille ignorait. Police d'assurance, mot de passe de compte et le titre de propriété original de la maison de plage. Ce soir-là, mon petit-fils Tyler m'appela. Grand-mère, ça va? Tu es partie de la fête un peu brusquement. Je le rassurai. Mais il hésita. Papa a laissé des papiers dans l'imprimante à la maison. J'ai vu des relevés d'investissement, un deuxième prêt hypothécaire, des soldes de cartes de crédit. Je crois qu'ils ont des ennuis financiers. Je serrai le téléphone plus fort. Tandis que nous parlions, je me connectai à mon compte bancaire. 3 tentatives d'accès avaient été faites récemment depuis un appareil inconnu. Ce n'était donc pas seulement une histoire de maison, ou de mariage, ou d'apparence. C'était de la désespérance déguisée en sollicitude familiale. J'étais sur la défensive depuis trop longtemps. Il était temps d'arrêter de réagir et de commencer à agir. Le lendemain matin, j'appelai Marcus Aldridge, vieil ami de Georges et avocat spécialisé dans les successions, réputé pour sa discrétion. Nous n'avions pas parlé depuis des années, mais quand il entendit ma voix, il dit aussitôt. « Et là, qu'est-ce qui ne va pas ?» Nous nous retrouvâmes l'après-midi même dans un café tranquille, à l'écart des avenues bruyantes. Marcus avait vieilli, plus de gris dans la barbe, mais ses yeux restaient vifs. Je lui racontai tout, la fête, la maison, le projet de fiducie, les dettes que Tyler avait découvertes, les tentatives de connexion à mon compte. Georges serait atterré, dit-il. Il attendait mieux de David, répondis-je. Marcus étala les relevés et documents que Tyler m'avait envoyés, état financier, hypothèque, alerte bancaire. Ils sont dans une situation désastreuse, dit-il. Deuxième hypothèque, dette de carte de crédit, investissement raté. Si vous n'agissez pas vite, Hélène, ils chercheront à imposer des décisions qui les arrangent, pas vous. Que dois-je faire? Premièrement, sécurisez vos comptes. Deuxièmement, confirmez que toutes les propriétés restent uniquement à votre nom. C'est le cas? Georges y tenait? Sage homme, dit Marcus en hochant la tête. Et troisièmement? Il hésita, puis se pencha vers moi. Concernant le mariage, voulez-vous vraiment encore l'héberger? Je pensais au cadre photo remplacé par un panneau de tendance. À mon cadeau jeté sans un regard. Aux certitudes qu'on me ferait payer, accueillir, puis disparaître. Non, répondis-je. Je veux vendre la maison. Il me dévisagea, surpris, puis acquiesça. C'est un choix définitif. Mais vous devrez agir vite et discrètement. Ce soir-là, j'appelai Danielle Carter, une agente immobilière privée que Marcus me recommanda. J'ai besoin d'un acheteur, lui dis-je. Pour la maison d'Istanton. Quelqu'un qui apprécie la discrétion et peut conclure rapidement. Daniel marqua une pause. C'est une propriété de premier ordre, Madame Whitmore. Mais la plupart des maisons en bord de mer mettent des mois à se vendre. Celle-ci non, répondis-je. Pas si nous restons hors marché et discrets. Elle promit de chercher et de me rappeler dans la semaine. 3 jours plus tard, Daniel m'appela.
J'ai trouvé quelqu'un. Une galeriste d'art et son épouse, toutes deux discrètes, avec un financement liquide. Elles veulent conclure en 2 semaines. 2 semaines. La rapidité me coupa le souffle. Le lendemain, je me rendis de nouveau à Istanton pour rencontrer les acheteuses. Elles parcoururent la maison avec respect, touchant les murs comme si elles pouvaient en sentir l'histoire. Nous ne changerons rien de structurel, dit l'une d'elles. Nous aimons cette maison telle qu'elle est. Le soir même, Daniel m'envoya les documents. J'apposai ma signature électronique. Juste comme ça, la maison n'était plus à moi ni à eux. Quand David l'apprit, il surgit chez moi, rouge de colère. Comment as-tu pu? C'était censé être pour le mariage de Madison. C'était ma maison, dis-je. Pas la tienne. Nous sommes ta famille. S'écria Théil. Une famille ne s'empare pas de la vie de l'un des siens, répondis-je, la voix tremblante mais ferme. Claire entra à son tour, glaciale. Hélène, tu réalises ce que tu viens de faire. Tu as ruiné le mariage de ta petite fille. Non. Elle s'en remettra. Vous vous en remettrez. Ce n'est pas mon rôle de m'appauvrir pour masquer vos dettes et vos erreurs. David resta figé, comme si je venais de lui arracher la terre sous les pieds. Claire, elle, comprit plus vite. Son visage se durcit. Tu le regretteras, dit-elle. Je me levai, tenant dans ma main le petit cadre contenant la photo de Georges et moi que j'avais récupéré dans le garage. Peut-être. Mais au moins, ce sera mon choix. Ils partirent sans un mot de plus. La semaine suivante, Taylor vint me voir. Il apporta des bagels de mon café préféré et s'assit en silence jusqu'à ce que je sois prête à parler. Je suis désolé pour papa, dit-il finalement. Pour tout ça? Je posai ma main sur la sienne. Tu n'as pas à être désolé pour leur choix. Tu vas faire quoi maintenant? Je regardai par la fenêtre, vers la ville où j'avais passé toute ma vie. Vivre, dis-je. Comme je l'entends? Quelques jours plus tard, j'emballai mes affaires. Pas toutes, seulement celles qui comptaient, les albums photos, les lettres de Georges, quelques livres usés. Je laissai le reste. La maison de plage appartenait désormais à d'autres, et c'était bien ainsi. Avant de partir, je déposai une enveloppe sur le bureau de Marcus. À l'intérieur, une lettre pour Madison. Elle expliquait le diamant caché dans la poupée, le véritable héritage de famille, à condition qu'elle apprenne à en comprendre la valeur non pas monétaire, mais émotionnelle. Le matin de mon départ, j'entendis un oiseau chanter sur le rebord de ma fenêtre. Le soleil baignait la ville d'une lumière douce. Je pris une profonde inspiration. Georges avait toujours dit, il faut savoir quand céder le terrain. Parfois, c'est le seul moyen de rester soi-même. Je quittai l'appartement, les clés tintant dans ma poche. Non pas des clés que j'allais rendre à mes enfants ou petits-enfants, mais celles d'une nouvelle vie que je choisissais seule. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis libre.